considérable, c'est-à-dire que nos élus n'ont pas de pouvoir et ceux qui ont le pouvoir dans l'institution européenne ne sont pas élus. Il me semble que, et ça c'est programmé dans la partie 1, il me semble que ça méritait débat. Le fait que ça n'ait pas eu lieu me conduit à penser que les institutions européennes sont illégitimes. Alors, dans les points dont je voudrais vous parler, parce que je sais que vous n'en entendrez pas parler si je ne vous en parle pas, il y a ce que j'appelle les lois sans parlement. C'est le point E au milieu de la page. Les ministres et présidents accumulent les pouvoirs exécutifs et législatifs, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois législateurs, les ministres sont à la fois législateurs et exécutifs, sur une série de domaines cachés au public. Et je peux vous prouver que c'est caché au public, c'est les articles que je vais vous montrer. Vous allez voir comme c'est difficile de vous apercevoir que ce sont des sujets sur lesquels le Parlement européen, c'est-à-dire vos élus, sont expressément mis à l'écart. Mais pas clairement mis à l'écart, ils sont expressément mis à l'écart. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Donc, je le lis avec vous pour être sûr de rien oublier. Donc, les ministres et présidents accumulent les pouvoirs sur une série de domaines cachés au public, sous le nom trompeur de, notez bien ce nom, procédure législative spéciale. Et c'est l'article 289 du TFUE, qui est 289, c'est sur la page, c'est sur la page 4, au milieu de la page 4. Vous voyez, vous avez l'article 289. Et vous voyez, j'ai mis en gras et j'ai surligné la définition. Donc vous avez le petit 1, c'est la procédure législative ordinaire qui consiste en l'adoption d'un règlement, d'une directive, d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil. C'est-à-dire que la procédure ordinaire, c'est que ce n'est pas le Parlement qui fait les lois, ce n'est pas les gens que vous élisez qui font les lois, ce sont les gens que vous élisez accompagnés du Conseil des ministres, en co-législateur. C'est-à-dire que les ministres se sont bombardés co-législateurs, ils se sont mis co-législateurs à côté de vos parlementaires, et jamais, vous m'entendez, jamais, dans pas une seule règle, enfin, moi je n'en ai trouvé aucune, mais dans aucune règle, dans aucun domaine, le Parlement ne peut écrire les lois seul, sans avoir cette espèce de tuteur derrière lui, qui est le Conseil des ministres. Première chose. Mais c'est pas tout. Donc déjà, le Parlement... Vous savez déjà, ça on en avait beaucoup parlé en 2005, le Parlement européen n'a pas l'initiative des lois. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui décide, il ne peut pas décider des sujets sur lesquels il veut légiférer. C'est-à-dire qu'il peut juste dire oui ou non sur les sujets qu'on lui présente. C'est majeur ça, hein, c'est absolument majeur. Celui qui a l'initiative, il a une grande partie du pouvoir. Celui qui ne veut pas d'une loi et qui a ce pouvoir d'initiative, eh bien, il ne la proposera pas. Et cette loi dont il ne veut pas, il s'en débarrassera de cette façon. C'est très important, l'initiative. Pour un Parlement souverain, pour un Parlement digne de ce nom, c'est très important, ce serait très important d'avoir l'initiative des lois. Vous savez qu'en France, elle est partagée, l'initiative. C'est-à-dire que le plus gros des lois en France vient du gouvernement, ça s'appelle les projets de loi, pardon. Et puis, alors que quand ça vient d'un parlementaire, ça s'appelle une proposition de loi. Mais au moins, les parlementaires ont un peu l'initiative. Dans les institutions européennes, ils ne l'ont pas du tout. Mais alors, c'est dans l'article 2 qu'on trouve le début pour comprendre ce que c'est que ce truc. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision, donc c'est les trois niveaux possibles de loi dans l'Europe, par le Parlement européen, avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement. C'est-à-dire que l'un des deux, vous avez compris qu'ils sont deux co-législateurs, et les procédures législatives spéciales disent, ben, suivant les articles, quelquefois ce sera l'un et pas l'autre, et quelquefois ce sera l'autre et pas l'un. Donc quelquefois ce sera le Conseil des ministres qui décide avec juste l'avis du Parlement, et quelquefois ce sera le Parlement avec juste l'avis du Conseil des ministres. Voilà ce qu'on nous dit. Et ça s'appellera les procédures législatives spéciales. Or, il n'y a pas de liste des sujets sur lesquels c'est le Conseil qui décide avec juste l'avis du Parlement. L'avis, et puis même s'il n'est pas d'accord, ben ça se fera sans lui parce que c'est juste un avis. Et puis la liste des sujets sur lesquels c'est le Parlement qui décide, et puis juste avec l'avis du Conseil des ministres. Il n'y a pas de liste. Moi, je pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de liste? Parce qu'il faut aller chercher. Alors bon, j'ai fait ce travail, on a fait ce travail, on a cherché, on a fait une liste
Alors, mais il faut se tartiner des centaines d'articles, là. Et de temps en temps, vous tombez sur un article, vous dites, tiens, j'ai trouvé une procédure législative spéciale. Et une procédure législative spéciale, toutes celles que j'ai trouvées, elles sont toutes... Ce sont des domaines sur lesquels le Conseil des ministres peut décider avec avis du Parlement. Et je n'ai trouvé aucune procédure législative spéciale où ce soit le Parlement qui décide avec avis du Conseil. Et je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez comment ça marche ce système. Quels sont les sujets, un exemple de sujet sur lequel on a une procédure législative spéciale. Alors, je vous en ai donné plusieurs. Vous en avez un juste en dessous. L'article 153, alors voilà un exemple. Alors oui, je vous mets entre crochets, au milieu de la page, juste en dessous de ce que je viens de lire. Entre crochets, c'est moi qui vous parle. Pour un exemple d'acte non législatif, vous voyez la politique de sécurité, dans la case suivante, à côté. Parce que pour la politique, pour les affaires étrangères, c'est incroyable, tout est hors Parlement. Le Parlement, il n'a pas voix au chapitre. Mais bon, je vais prendre un autre sujet qui est plus social, qui nous concerne plus en tant que salariés. Pour comprendre les procédures législatives spéciales, qu'on devrait plutôt appeler loi sans Parlement, c'est le nom que je leur donne moi parce que c'est plus clair, ce serait plus clair si on les appelait loi sans Parlement, il faut parcourir un à un les centaines d'articles des traités. Et le fait de refuser de présenter la moindre liste de ces lois sans Parlement est en soi suspect. Pourquoi cacher ces domaines réservés? Alors voilà un exemple de procédure législative ordinaire et de procédure législative spéciale en matière de politique sociale. Les domaines de codécision entre Parlement et ministre sont surlignés en gris, et les domaines où l'exécutif légifère seul sont surlignés en noir. Alors, vous avez l'article 153 TFUE, alors ça veut dire que vous en avez déjà tartiné 152, vous êtes en train de chercher les procédures législatives spéciales, et vous arrivez sur l'article 153, et où vous trouvez, en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151, l'Union soutient et complète dans les domaines suivants. Et là, pour l'instant, on ne voit pas encore que c'est une loi sans Parlement. Vous allez voir que c'est dans un autre article que vous allez vous apercevoir. Et puis, vous voyez une série de domaines. Alors, vous avez petit a, l'amélioration en particulier, petit b, les conditions de travail. Donc, toutes les lois sur la sécurité sociale, la protection sociale des travailleurs, toutes les lois sur la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail, toutes les lois sur... Et vous avez comme ça une liste. Bon, vous voyez que l'Union soutient et complète l'action des États. Mais là, on ne voit pas encore que c'est un... On ne voit pas là que c'est une procédure législative spéciale. Alors attendez, à quel endroit est-ce que ça se voit? Tac à tac. Alors je continue. À cette fin, le Parlement, donc je suis à la fin de cette page 4, là, petit 2, à cette fin, le Parlement et le Conseil peuvent adopter des mesures destinées à encourager, petit a, petit b, peuvent arrêter dans les domaines visés au paragraphe 1, point A à I, vous voyez, le point A à I, par voie de directive de prescription minimale applicable progressivement compte tenu des conditions de la réglementation technique existant dans les États membres. Cette directive évite d'imposer les contraintes administratives, et vous voyez que dans les domaines, troisième paragraphe de la page 5, dans les domaines visés au paragraphe 1, point C, D, F et G du présent article, le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale à l'unanimité, après consultation du Parlement européen des dix comités. Attendez, je ne sais pas si vous voyez le fouillis, le fatras dans lequel il faut, et l'attention soutenue qu'il faut avoir pour repérer que, tiens, et là je l'ai mis en surligné noir, c'est dans les domaines visés au paragraphe gna gna gna, donc il faut remonter et retrouver en surligné noir les domaines dont il est question. Dans ces domaines-là, le Conseil statue, et ça veut dire sans le Parlement. Et là, on a une procédure législative où le Conseil statue avec un simple avis du Parlement. Là, on a sur les points C, D, F et G, on a des lois sans Parlement. Alors, qu'est-ce que c'est que ces points-là? Est-ce que c'est des points, c'est peut-être des points sans importance. C'est peut-être des points où c'est pas important que nos élus discutent et soient capables de publiquement de débattre des interventions de l'Union européenne sur le sujet. Est-ce que c'est les sujets qui comptent pas? La sécurité sociale, la protection sociale des travailleurs, la protection des travailleurs en cas de résiliation de contrat de travail. Pourquoi les parlementaires n'ont pas voix au chapitre là-dessus? Pourquoi c'est les ministres qui doivent décider ça? Peut-être que je me trompe pas. Je répète que je suis open là-dessus, moi. Je dis juste qu'on n'a pas eu de débat là-dessus, qu'on n'arrive pas à avoir de débat là-dessus, et que ce que je lis, moi, je trouve que ça me plaît pas. Je trouve ça... Je comprends pas du tout, compas. J'essaie de me mettre à leur place, et je ne comprends pas pourquoi
pourquoi on a mis des procédures législatives spéciales où ce sont des ministres qui décident et pas mon Parlement. Vous avez une intervention. Mais ils sortent de où, ces ministres? Ils ne sont pas élus. Comment ils sont arrivés ministres? Quels sont qui a pris la décision de mettre ministres? Ça dépend des gouvernements, ça dépend des pays. Dans certains pays, ils sont pris, en Angleterre, ils sont pris parmi les membres du Parlement. Mais en France, ça peut être, comment il s'appelle, celui qui est candidat, ça peut être des gens qui n'ont jamais été élus. Hein. Ça dépend des pays, ça dépend des circonstances. Mais c'est pas du tout systématiquement des élus, pas du tout. Et c'est pas des gens qui rendent compte devant un parlement. Ou, enfin... dans le cas particulier, par exemple, ça va être des ministres pour la sécurité sociale. Ça va être les ministres de chaque pays. Oui. Il y aura un ministre par pays. Oui. Et la décision sera prise à l'unanimité. Oui. Sera prise comment? Oui, à l'unanimité, on vous dit là. À l'unanimité. L'unanimité des ministres. L'unanimité des ministres. De chaque pays. Voilà. Et sans parlement. Enfin, avec un avis des parlements. Un avis, après consultation du Parlement. Les ministres sont pas élus. Comment? C'est comme en France, les ministres ne sont pas élus. Oui, non, mais en France, attendez, en France, les lois, elles sont votées par le Parlement quand même. Mais vous avez raison de souligner que le verre était déjà dans le fruit, c'est-à-dire qu'on a déjà des lois sans Parlement en France. Oui, mais tout le pouvoir réglementaire, les décrets, les arrêtés, même les ordonnances, il y a déjà des tas de règles dans la Constitution de la Ve République qui feraient faire des tours de toupie à Montesquieu dans sa tombe, qui sont la plus totale confusion des pouvoirs. Et d'ailleurs, toutes les régressions des 20 dernières années du droit du travail, elles ont lieu très largement par le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire sans Parlement. C'est-à-dire que le pouvoir réglementaire, qui pour moi est c'est une aberration, le pouvoir réglementaire. Il ne devrait pas y avoir de pouvoir réglementaire. Il faut trouver quelque chose qui permette de décider des menus détails d'application des lois. Je comprends ça, je comprends l'objectif, mais je comprends l'objectif, la justification, si vous voulez, en droit, vous avez la loi qui fixe les grandes règles, et puis l'argument, c'est de dire qu'on ne peut pas demander au Parlement, qui est une assemblée qui discute, on ne peut pas leur demander de prévoir tous les petits détails d'application des lois. C'est ça la justification officielle, mais qui est un mensonge, parce que c'est bien plus grave ce qu'on fait avec le règlement. C'est ça la justification officielle du pouvoir réglementaire, du pouvoir qu'on donne à ce qui devrait n'être que l'exécutif, et qui est en fait le gouvernement. On lui donne un pouvoir de production de normes obligatoires, sans limitation de durée, et aussi grave et dangereuse, aussi dangereuse que les lois. On donne au gouvernement un pouvoir aussi puissant que le Parlement, avec beaucoup moins de garanties que la discussion publique qu'il y a au Parlement, avec la possibilité de s'opposer, de discuter, les navettes entre l'Assemblée, avec tout un débat public. Quand c'est le gouvernement qui décide, dans le cadre du pouvoir réglementaire, c'est beaucoup plus opaque, et il y a beaucoup moins de contre-pouvoirs, il y a beaucoup moins de résistance possible, il y a le terreau fertile d'une infinité d'abus de pouvoir dans le pouvoir réglementaire. Mais, donc, je ne dis pas du tout qu'on passe du paradis des institutions françaises à l'enfer des institutions européennes. Je sais bien qu'il y a déjà... que la situation est déjà très grave dans les institutions de la Ve. Vraiment méconnue. C'est-à-dire que quand je lis j'ai fait beaucoup de droit constitutionnel, quand je lis les manuels de droit constitutionnel, je ne trouve pas cette révolte contre le pouvoir réglementaire, par exemple. Le pouvoir réglementaire dans les manuels de droit constitutionnel est présenté comme... Ben voilà, c'est comme ça, puis c'est comme ça depuis un moment, depuis 1958, et puis on s'y fait, et puis voilà, il y avait des raisons, voilà ce qui a été invoqué, et puis on passe à autre chose, parce que dans un manuel de droit constitutionnel, c'est très épais, il y a beaucoup de choses à voir. Je pense que c'est contre l'intérêt général de donner au gouvernement un pouvoir réglementaire aussi puissant. Je vous rappelle que dans les institutions de 58, c'est incroyable, le pouvoir de la loi, les domaines de la loi sont listés. Il y a la liste de ce que la loi peut faire, donc si c'est listé, c'est limité. Et le pouvoir réglementaire, c'est tout le reste. Ça se voit que c'est De Gaulle qui a écrit les règles. Une question du caméraman. Excusez-moi, je voudrais vous poser une question peut-être plus subversive. Si vous avez une panne de voiture, vous ne mettez pas à voter pour décider quoi faire, vous donnez ça à un expert, un garagiste qui vous répare la voiture. Et j'ai l'impression qu'on attend une constitution des lois, de résoudre des problèmes, d'empêcher les gens de mal agir comme il y a 2000 ans en plus, on croyait aux esprits, à la religion. Vous ne croyez pas que finalement c'est les comportements humains qui posent problème? Est-ce qu'on a besoin de lois
pour résoudre les problèmes humains? Moi, c'est ce que je pose. Est-ce qu'on a besoin de représentants? Ah, c'est pas pareil. Je Parce pense qu'on a... Non, mais moi, je parle des lois, des représentants, tout ça. C'est un fourni, finalement, qui cache absolument notre incompétence à gérer les problèmes. Alors, je vous signale, je n'ai pas apporté ce bouquin, mais je vous le recommande très chaleureusement. Peut-être qu'il faudrait que je pense à le prendre systématiquement en conférence. Il y a, sur la compétence des gens, la compétence des humains et la prétendue et peut-être réelle incompétence du peuple à décider de ses propres affaires. Il y a eu une très intéressante controverse au milieu du XXe siècle entre un gars qui s'appelait Lippmann, qui était un journaliste de niveau international, une pointure, un cerveau brillant, qui discutait avec tous les grands de ce monde, qui était un libéral endurci, et qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Le Public Fantôme, qui a été réédité récemment, qui est une merveille, qui est très intelligent, assez déprimant, qui prétend que nous ne sommes pas capables, que personne n'est capable d'avoir un avis éclairé sur les questions compte tenu de la complexité des problèmes qui se posent aux hommes. Alors, donc c'est important ce qu'il dit, et puis il le démontre, et c'est vrai que c'est très bien argumenté, et on sent que largement il a raison. Mais ce qu'il disait, Lippmann, il ne disait pas seulement que le peuple était incapable, il disait que les gouvernants aussi étaient incapables. C'est-à-dire que personne, d'après lui, n'était capable de prétendre à prendre la bonne décision. Et les interprètes, les gens qui ont suivi Lippmann ont oublié que Lippmann avait dit qu'il n'y avait pas que le peuple qui n'était pas capable, il y avait aussi les princes et les gouvernants. Machiavel disait ça. Machiavel aussi disait que le peuple était tout aussi vertueux que les princes, et que les princes n'étaient pas plus vertueux que les peuples, et les princes n'étaient pas du tout mieux capables de prendre des décisions que le peuple. Enfin, on trouve chez Machiavel bien autre chose que sa caricature. Je vous recommande vraiment la lecture de Machiavel. C'est beaucoup plus intéressant que la caricature qu'on en dresse d'habitude. Il cherchait lui aussi le bien commun. C'était très, très étonnant. Alors, bien sûr, il y a des aspects propres à l'époque qui nous paraissent brutaux, mais c'est beaucoup plus nuancé que la caricature qu'on en fait souvent. Mais pour revenir à ce que vous disiez, donc Lippmann avait écrit ce livre, Le Public Fantôme, défendant l'idée que nous ne sommes pas capables, et c'est complètement lié à mon sujet, hein, j'ouvre la parenthèse parce qu'elle est complètement liée à cette réflexion sur si on organise une démocratie, est-ce qu'on est capable nous-mêmes de prendre des décisions sur nos problèmes, sur ce qui nous concerne. Et donc Lippmann prétendait que non. Et il prétendait aussi que les représentants non plus. Et un penseur formidable qui s'appelle Dewey, D-E-W-E-Y, John Dewey, qui était un mathématicien, un logicien, et qui était un théoricien de l'enquête, quelqu'un qui avait beaucoup travaillé sur l'amélioration de la compétence des gens à partir de la méthode de l'enquête. Un petit peu comme Socrate nous conduisait à progresser par la réflexion sur nous-mêmes. Dewey était confiant dans les vertus de l'enquête, d'une méthode de travail, c'était un matheux, un logicien, pour améliorer notre compétence. Et je trouve que alors, la controverse entre Lippmann et Dewey est juste brillante, elle est absolument passionnante pour nous, pour comprendre. Et puis en plus, c'est dans un langage tout à fait compréhensible. C'est pas du tout c'est pas des mots compliqués. Ces gens-là discutent du bien commun très concrètement. Lippmann dit les humains ne sont pas capables de prendre des décisions, et donc lui, il a plutôt tendance à justifier finalement une tyrannie, un despote éclairé qui sera mieux que. Et puis Dewey qui pas du tout. Si on se donne les moyens d'institutionnaliser les conditions d'une enquête véritable, honnête et complète, on va faire monter le niveau des gens qui vont permettre de prendre des décisions pas si mauvaises que ça. En complément de cette controverse avec ces deux points de vue, je voudrais souligner que dans les assemblées tirées au sort, et on a des centaines d'exemples d'assemblées tirées au sort dans l'histoire des hommes. Le tirage au sort n'est pas du tout une nouveauté. On teste le tirage au sort depuis longtemps. Je vous parlerai de l'époque athénienne tout à l'heure. Mais aujourd'hui, à l'époque moderne, beaucoup d'assemblées, des jurés citoyens, des sondages délibératifs, toutes sortes d'assemblées composées du commun des mortels pour juger de sujets techniques ont existé et sont un terrain d'observation, un observatoire qui permet de savoir. Et donc il y a un livre qui fait le récapitulatif, un florilège moderne qui s'appelle Le pouvoir au peuple de Yves Saint-Omer, S-I-N-T-O-M-E-R,
Donc ce livre-là, je vous le recommande, c'est un livre qui intéresse les citoyens, parce que c'est l'histoire, d'abord, il y a une bonne partie de la façon dont les Athéniens tiraient au sort à Athènes. Donc la procédure qu'ils utilisaient, parce que tous les matins ils tiraient au sort. Et donc il explique comment ça se passait le tirage au sort tous les matins, c'est vraiment intéressant, l'exemple athénien, vous verrez, je suis enthousiaste là-dessus. Et donc, Saint-Omer explique une partie de son bouquin, un petit quart, il explique bien la procédure. Mais il explique aussi les expériences de jurés citoyens, de sondages délibératifs, dans lesquels on étudie la compétence des gens et on étudie les décisions qu'ils prennent. Et on s'aperçoit finalement que loin d'être les incompétents qu'on nous promettait, loin d'être les abrutis, avinés, qui comprennent rien à rien et qui sont finalement, qui s'occupent que de leur intérêt personnel au lieu de s'occuper, qui sont incapables de s'occuper de l'intérêt général, c'est pas du tout ce qu'on observe. Ce qu'on observe quand on met ensemble des gens à s'occuper, à parler du bien commun, les gens changent. Quand on leur donne, attention, quand on leur donne le pouvoir de transformer les choses, si vous vous foutez de leur gueule, si vous vous moquez d'eux, il ne faut pas dire des gros mots, si vous vous moquez d'eux et que vous ne leur donnez qu'un pouvoir consultatif, c'est-à-dire que vous allez les faire bosser, mais finalement après ça c'est d'autres qui vont décider, c'est sûr que vous n'obtiendrez pas l'effort, on n'attrape pas les bouches avec du vinaigre, vous n'obtiendrez pas d'eux l'investissement, les efforts, l'engagement personnel qui va les transformer. Parce que vous ne leur avez pas fait confiance. Moi, je suis prof, j'en parle souvent dans mes conférences, parce que c'est ça qui m'y fait croire. C'est que je sais, parce que je le vis, que quand je fais confiance à quelqu'un, il change en bien. Et inversement, quand je ne fais pas confiance à quelqu'un, quand je m'en méfie, il change en mal. Et les gens ne sont pas noirs ou blancs, ils ne sont pas toujours les mêmes, ça dépend des circonstances. Et il y a des institutions qui poussent les gens dans le bon sens, des institutions qui poussent les gens dans le mauvais sens. Ce que je prétends, c'est que nos institutions sont fermées et qu'elles nous dissuadent de faire de la politique, elles nous dissuadent de nous donner du mal pour le bien commun. Et c'est pour ça qu'on a l'air d'être des citoyens passifs, qui se foutent de tout, qui sont individualistes. C'est multifactoriel, il n'y a pas que ça. Mais je pense que le rôle de l'institution fermée dans cette situation de citoyens passifs est important. Je sais que ce n'est pas une panacée ce dont je vous parle, mais je pense que des institutions qui seraient plus ouvertes, qui permettraient aux gens de discuter entre eux dans le cadre d'assemblées tirées au sort, ou partiellement tirées au sort si ça vous fait peur, on en parlera tout à l'heure, des institutions qui permettraient aux gens de discuter et de décider vraiment, et donc de prendre le risque de se tromper, avec la possibilité, quand on s'est aperçu qu'on s'est trompé, de changer de décision pour modifier, donc d'évaluation des institutions qui permettent d'évaluer les décisions et de changer. Ces institutions-là, si elles étaient ouvertes, elles nous transformeraient. Je prétends ça. Voilà. Et les institutions, les expériences de tirage au sort que j'observe dans le bouquin de Saint-Omer, je les trouve enthousiasmantes parce qu'elles vont dans ce sens-là. Elles montrent que quand une assemblée de Maliens, donc au Mali, se réunissent sont tirés au sort. On parle de n'importe qui, il y a de tout là-dedans. Il y a beaucoup de paysans, parce qu'il y a pas mal de paysans, mais il n'y a pas que des paysans, il y a des gens de toutes les CSP, les catégories socio-professionnelles. Et quand ces gens se réunissent pour parler des OGM, ils ne connaissent rien des OGM au départ. Et on leur donne des crédits, et pendant des mois, ils travaillent là-dessus. Ils font venir des experts de partout dans le monde, ils ont des crédits pour ça. Ils font venir les gens, ils font venir les experts, ils écoutent les experts. Ensuite, ils font venir les experts contradictoires pour se faire entendre, pour entendre tous les sons de cloche. Les entendre publiquement, tout ça est diffusé à la radio, à la télé, sur Internet. Il y a les gens peuvent assister à ces délibérations, peuvent intervenir, peuvent poser des questions, peuvent dire « Vous avez voulu nous poser cette question ?» Alors, on pose la question à Monsanto quand il vient pour expliquer pourquoi il veut les OGM. Et puis ensuite, on va écouter les gens de la Confédération paysanne pour savoir pourquoi ils ne veulent pas les OGM. Ensuite, on va écouter les paysans d'Amérique latine qui sont tous aux OGM en leur disant pourquoi vous y êtes passé, est-ce que vous êtes content d'y être passé. Et on entend tout ça. Et après des mois, des gens qui ne connaissaient rien sont devenus compétents. Voilà. Et ça, c'est enthousiasmant. C'est-à-dire que les expériences pratiques confirment ce que je vous dis sur le plan théorique. C'est-à-dire que les humains sont des animaux politiques, mais pas à tout prix. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'enjeu, on ne fait rien parce qu'on n'a pas de raison de le faire. Et si par contre il y a un enjeu et que quand on se donne du mal, ça peut changer les choses, là on le fait. Vous avez vu en 2005, on nous annonçait qu'on n'allait pas discuter des institutions, que la Constitution c'est un texte poussiéreux, ennuyeux, qui fait chier tout le monde, ils ne vont même pas s'en occuper, c'est même pas la peine de faire de référendum. Taratata, il y avait un référendum, on a senti qu'on pouvait dire oui ou non, qu'il y avait un enjeu, on s'est mis à discuter, on a dit on peut changer, mais regardez comment on en a parlé.
Ça aurait pu être mieux. Ça n'a pas été assez long. On n'a pas bien parlé de la partie 1, à mon avis. On aurait dû être 80%, 90% à dire non. Parce qu'on n'a pas eu le débat qu'il fallait. Je pense qu'il y a plein de gens, des amis avec qui j'ai discuté longuement, qui ont voté oui, parce qu'on n'avait pas eu le temps de discuter comme il fallait. Je pense que c'est... regardez comme ça nous a changé. Donc, sur le tirage, sur la compétence, je pense que nous avons besoin de loi. Je pense que quand il n'y a pas de loi, c'est la loi du plus fort qui règne. Et ça me paraît moins sympa quand je vois la loi, elle est partout la loi du plus fort, hein, notre régime d'état de droit est dans la nature tout à fait exceptionnel. Il n'y a que les humains pour faire prévaloir, pour imaginer et faire valoir un état de droit. Et il me semble que c'est loin d'être parfait, et on verra pourquoi quand on parlera du gouvernement représentatif, qui n'est pas la démocratie, mais il me semble quand même qu'on a un outil qui devrait nous permettre de nous pacifier, de nous protéger, de nous rendre la vie moins pénible. Mais par contre, est-ce qu'on a besoin de représentants ? Ça mérite vraiment une discussion. Des représentants comme ceux qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des représentants à qui, tous les 5 ans, on donne tous les pouvoirs, sans même pouvoir les choisir, parce que le choix, c'est un faux choix. Les gens pour qui je vote, je ne les ai pas du tout choisis. Pardon. Je choisis parmi des gens que je n'ai pas choisis du tout. C'est un exemple académique de faux choix. Les exemples qu'on nous présente aux élections, ce ne sont pas des vrais choix. C'est pas moi qui ai choisi ces gens-là. Et donc, donner tous les pouvoirs, parce que c'est exactement ça, donner absolument tous les pouvoirs à des gens que je n'ai pas choisis, et sans avoir ensuite, dans l'intervalle du mandat, sans avoir la moindre possibilité de les révoquer, de les mettre en cause, même de contester une de leurs lois, même, sans avoir aucun moyen, ça ne me paraît pas du tout souhaitable. Donc, mais ça n'est pas la démocratie. Ils appellent ça la démocratie parce qu'ils savent qu'on veut la démocratie. Et parce qu'ils ont compris, c'est fabuleux, c'est vachement malin de jouer avec les mots comme ça, c'est qu'en appelant un régime qui est l'antithèse absolue de la démocratie, qui est le contraire quand vous choisissez vos maîtres, c'est-à-dire des gens qui vont tout décider à votre place. Ben, ça veut dire que mécaniquement, c'est pas vous qui allez décider, donc c'est pas la démocratie. Si c'est pas vous qui allez décider, c'est que c'est pas la démocratie. La démocratie, je suis désolé, c'est une question de définition. Là, enfin, on peut en discuter si vous voulez, on peut discuter de tout, mais la démocratie, une démocratie digne de ce nom, c'est pas le régime actuel. Le régime actuel, c'est le contraire. C'est un régime peut-être défendable, hein, mais il ne faut pas appeler ça démocratie. Et quand on appelle ça démocratie, on nous englue intellectuellement, volontairement ou pas, ça va être égal, mais nous nous retrouvons englués dans une situation dans laquelle nous nommons une situation qui est problématique du nom de la solution. On n'arrive donc pas à formuler la solution, on n'arrive pas à dire « moi je voudrais la démocratie » parce qu'on nous répond « mais vous l'avez déjà, mais tiens, tu joues avec les mots ». Il faut faire la grève du mot démocratie pour parler du régime actuel. Le régime dans lequel nous vivons n'est pas du tout une démocratie, et n'a jamais été voulu comme une démocratie. Il est prétendument démocratique depuis le début du XIXe siècle, mais il n'a pas été pensé comme une démocratie au départ, il a été pensé comme une aristocratie élective, où on désigne les meilleurs, où le peuple désigne ceux qui vont choisir à sa place. Donc, et les concepteurs du régime actuel qui s'appelle le gouvernement représentatif savaient très bien, ils l'ont fait en connaissance de cause, c'est pas par hasard, ils l'ont fait en connaissance, ils savaient très bien qu'ils n'instituaient pas une démocratie. Ils voulaient que ça ne soit pas une démocratie. Ils connaissaient la démocratie, ils savaient ce que c'était, et ils n'en voulaient pas. Et aujourd'hui, nous appelons ce régime démocratie. Quand on reviendra tout à l'heure à ce qui caractérise une démocratie, et ce qui a permis aux Athéniens de faire marcher une démocratie digne de ce nom pendant 200 ans, et ce que ça avait d'extraordinairement séduisant pour aujourd'hui, vous verrez que les rouages d'une démocratie, ça n'a rigoureusement rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc je crois que j'ai répondu à la parenthèse un peu trop longuement, mais bon voilà. Etienne, je vais proposer une courte pause. On avait prévu de faire une pause à 7h30, on a pas mal débordé. Et pour ceux qui veulent, il y a de quoi se restaurer, des sandwichs, des bières, du jus de fruits, de l'eau, etc. à côté. Et on reprend, on va dire à moins 10, moins 4, moins 10. Vous vous embêtez pas? Oui.